Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. L'Anthropode quoi ? L'Anthropodcast. Mais c'est quoi l'anthropologie ? Une production VoyageCast. En collaboration avec Anne-Laure. Bonjour et bienvenue sur l'Anthropodcast numéro 9. Je suis toujours Jonathan et aujourd'hui je suis accompagné de monsieur François Rueg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'anthropologie, si j'ai bien compris, à l'université de Fribourg. Absolument. D'accord. Et vous êtes spécialisé dans un domaine particulier en Alors anthropologie ? du point de vue géographique, je travaille essentiellement sur l'Europe centrale orientale, qu'on appelle aussi les Balkans ou l'Europe du Sud-Est. Et sinon aussi, je travaille dans le domaine de l'imaginaire, de l'histoire de l'anthropologie française. Voilà un peu les domaines, disons, dans lesquels j'enseigne aussi. D'accord, c'est intéressant et vous êtes donc l'invité parfait pour ce podcast. Dans ce podcast, on va parler de 4 sujets différents, en tout cas de 3 sujets différents. Le premier, ça va être la définition de l'anthropologie, parce que dans les premiers épisodes de l'Anthropodcast, dans les 4 premiers, on avait parlé des rapports entre l'anthropologue et le voyageur. Dans les 4 suivants, on avait parlé d'un côté de l'évolutionnisme en anthropologie sociale, et puis dans les 2 d'après, on avait parlé de Margaret Mead, aussi une grande anthropologue qui est très intéressante à étudier. Et puis dans celui-là, on va se rattacher à la base, mais qu'est-ce que c'est l'anthropologie ? Alors on sait que c'est une question qui est plutôt complexe à répondre en un temps très rapide, mais pour vous, c'est quoi la meilleure définition d'anthropologie ? Alors nous appelions jusqu'il n'y a pas longtemps ethnologie, en français, et même vu qu'à Fribourg on parle dans les 2 langues, on s'appelait séminaire für Ethnologie, et mon collègue a décidé de changer, de nous appeler dorénavant anthropologie sociale. Donc je pense que parler d'anthropologie sans rajouter l'adjectif social prête à confusion, puisque l'anthropologie est à la fois une branche de la philosophie qui s'occupe de l'homme et de l'anthropologie physique, c'est comme ça qu'on la nomme, qui en fait continue d'exister, notamment avec ses liens avec la criminologie, mais qui n'a pratiquement rien à voir avec ce que nous faisons. Donc en disant anthropologie sociale, on est déjà orienté, nous nous occupons des sociétés et pas de l'homme individuel, quoique aujourd'hui, la crise de l'anthropologie, la Xème crise de l'anthropologie fait que la plupart des anthropologues refusent dans le domaine notamment des identités sociales, de faire des généralisations parce que ce serait un péché d'essentialisme. Bon. Cela dit, il reste que l'anthropologie sociale n'est pas de la psychologie ni de la sociologie, mais qu'elle s'occupe effectivement des sociétés dans leur que ce soit les rapports de pouvoir, les rapports au symbolique, l'imaginaire, la façon dont elles se représentent. Les identités jouent un rôle extrêmement important aujourd'hui, c'est vrai, et notamment par rapport à l'origine de l'anthropologie, à savoir l'ethnologie, c'est-à-dire la question de l'ethnie a été débattue ces derniers temps de façon très importante, au point même de rejeter le concept comme d'autres, celui de culture, qui a été aussi pour l'anthropologie une inspiration de longues années, notamment si on évoque Margaret Mead. Si vous rajoutez anthropologie sociale après, c'est aussi parce que dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait de l'anthropologie économique, de l'anthropologie, on rajoute beaucoup d'autres mots après le mot anthropologie, et ça, des fois, c'est pas forcément clair dans la tête de tout le monde. L'anthropologie sociale recouvre le tout. D'accord. Maintenant, à l'intérieur de l'anthropologie sociale, effectivement, on parle d'anthropologie politique, d'anthropologie symbolique, d'anthropologie de l'espace. On peut rajouter tout ce qu'on veut, selon l'objet, évidemment, auquel on s'intéresse. Mais, disons, ce qui définit ultimement l'anthropologie sociale, c'est sa méthode, la fameuse observation participante, dont on rapporte l'origine à Malinowski, même si on s'aperçoit que des voyageurs beaucoup plus anciens, comme je pense aux jésuites Lafitau, au XVIIe siècle, faisaient de l'anthropologie sociale, faisaient de l'observation participante. Donc c'est peut-être ça qui, en définitive, unit les différentes branches de l'anthropologie et distingue l'anthropologie sociale des autres branches des sciences de la société. J'avais trouvé une définition que je trouvais sympa, moi en tout cas que je trouvais compréhensible, c'était Monder Kilani, que vous connaissez peut-être, qui est de Lausanne, qui avait écrit dans son livre Une introduction à l'anthropologie que c'est une entreprise de traduction de culture.
Et je sais pas si alors c'est très très court, mais je trouvais ça compréhensible. Oui, mais ça suppose déjà alors une orientation théorique dans un certain sens que je partage d'ailleurs. Puisqu'il parle d'interprétation, on y reviendra peut-être si on parle justement de science. Est-ce qu'on peut parler de science interprétative? Mais effectivement, on peut partager cette vision, oui. D'accord. Peut-être aussi une question, c'est le cas pour toutes les sciences, il y a souvent un but un peu ultime que la science, que ce soit une compréhension de quelque chose ou arriver à une invention finale ou à quelque chose. Est-ce qu'il y a un but final ou ultime à l'anthropologie? Est-ce qu'il y a un moment où l'anthropologue dira, ben voilà, maintenant on est arrivé là, c'est fini, on a fait tout ce qu'on pouvait? Alors oui et non, c'est-à-dire que on ne peut pas oublier que l'anthropologie est née avec l'aventure coloniale et que effectivement l'idée d'étudier les sociétés, c'était de savoir comment les dominer. Maintenant, il faudrait pas non plus se battre la coulpe éternellement. Donc ça, c'était l'anthropologie à sa naissance. Aujourd'hui, à mon avis, son rôle principal, c'est de permettre de comprendre la société contemporaine. Mais elle n'a pas de but pratique, sauf l'anthropologie appliquée, évidemment, qui est beaucoup plus développée aux États-Unis qu'en Europe. Mais en Europe, l'anthropologie reste une discipline de connaissance qui pourrait, à la longue, remplacer la philosophie, peut-être, dans les études secondaires, qui pourrait devenir une branche indispensable aux jeunes étudiants pour comprendre la diversité culturelle que l'on constate. Évidemment, d'autant plus que cette diversité culturelle se manifeste dans des brassages de population. Elle n'est pas simplement théorique. On n'a plus affaire à des gens là-bas différents et par rapport à nous ici. Donc, je crois que c'est son rôle principal, c'est de permettre de comprendre les enjeux du moment, de prendre un peu de recul par rapport aux événements et aussi aux médias qui simplifient terriblement les choses. Je suis absolument d'accord avec vous et c'est pour ça qu'on aime le podcast. On peut aller un peu plus en profondeur, si j'ose. Justement, alors vous l'avez répondu un peu en partie, mais pour le citoyen lambda ou pour monsieur tout le monde, s'il existe, quel est justement l'intérêt de s'intéresser à l'anthropologie? Est-ce que ça va lui apporter quelque chose? Parce que pour l'instant, la plupart des gens pensent que c'est plutôt quelque chose de théorique qui est intéressant quand on va à l'école, mais sinon, dans la vie, rien. Alors justement, c'est le drame, c'est que l'anthropologie a de la peine à se faire comprendre parce que son but est un but qu'on peut voir comme négatif, c'est de déconstruire les idées reçues, les stéréotypes, tout ce qui est évident. C'est ça son rôle principal. Et alors ça remet en question, évidemment, ça peut créer quelques conflits entre les gens, mais aussi conflits de conscience, conflits d'identité, etc. Mais c'est, à mon avis, indispensable justement pour pas tomber dans les stéréotypes, les résumés, et dans toutes les questions, qu'elles soient politiques ou sociales d'aujourd'hui. L'anthropologie me semble donner une vision critique, disons, plus prudente que ce que nous proposent les médias. On voit bien qu'on est quand même très influencé par les médias. Je ne sais pas si on prend la crise de l'Ukraine, tout le monde est du même côté sans se poser beaucoup de questions. L'anthropologie permet de revenir avec l'aide de l'histoire à disons, une vision un peu plus complexe surtout des choses et donc de permettre une attitude aussi un peu plus subtile. Maintenant, évidemment, quelqu'un qui veut agir ne va pas nécessairement bénéficier de l'anthropologie parce que ça va le freiner, ça va pas le stimuler à agir vite, au contraire, ça va le faire hésiter. Je trouve ça très intéressant et justement, par rapport à ce que vous dites, c'est en même temps, on a l'impression que l'anthropologie, elle est totalement absente, que ce soit des médias dont vous avez parlé avant, ou on a l'impression qu'elle est aussi totalement absente des décisions éventuellement politiques qui sont faites. Enfin, c'est mon impression en tout cas, je sais pas. Et a priori, sans dire qu'elle aurait la réponse, bien entendu, mais elle pourrait amener des éléments qui sont intéressants. Complètement d'accord. Alors, il est vrai que j'ai jamais été sollicité par des politiciens, mais au contraire par des médias. Mais très souvent, vous devez répondre oui ou non, par exemple, sur des questions de campement de Roms en Suisse qui a été laissé sale ou je ne sais quoi. On vous demande, mais vous avez étudié les Roms, est-ce que vous pouvez nous dire? Mais vous êtes pris dans un piège où vous devez dire, vous êtes pour ou contre.
Et ça, justement, l'anthropologie, en principe, refuse d'être pour ou contre. Elle essaye, au contraire, de démonter l'argument et de montrer les tenants et les aboutissants, tâchant aussi, alors ça c'est aussi une autre, peut-être, spécificité d'anthropologie, c'est d'essayer de se mettre dans la peau ou du point de vue de la personne, ou plutôt la société qu'elle étudie. Et ça, c'est dû alors, en grande partie, à Clifford Geertz, qui parle justement il prend cette belle image de lire par-dessus l'épaule de l'indigène, le texte que l'indigène est en train de lire, donc il double inclusion dans l'autre. Alors, c'est un effort, effectivement, de décentrement, ça, c'est, je crois, reconnu et accepté par tout le monde. L'anthropologie suppose un décentrement et un essai de se mettre, de comprendre à partir du point de vue de l'autre ou des autres. Ouais, c'est intéressant. Du coup, ça paraît un peu dommage que c'est pas assez utilisé, effectivement. Vous, personnellement, et on va finir sur cette question, qu'est-ce que ça vous a apporté, l'anthropologie? Alors là aussi, c'est une question, je pense qu'on peut en discuter pendant des heures, mais quelles sont les principales modifications qu'il y a eu chez vous, justement, quand vous avez commencé à étudier l'anthropologie, ou même maintenant, après toutes ces années, finalement? Parce que vous avez beaucoup d'expérience, faut le dire. Alors, on peut prendre différents exemples. De façon générale, je vous l'ai dit, c'est la pensée critique, c'est-à-dire de refuser d'office les stéréotypes, d'essayer d'analyser au contraire un peu plus en profondeur, en connaissant mieux la société dont on parle. Reprenons l'histoire de la Roumanie, puisque c'est là que j'ai fait mes premières armes. Quand j'étais en Roumanie, on était en plein régime communiste. Et j'avais beaucoup de peine à expliquer à mon retour que les Roumains n'étaient pas tous communistes. Alors, si je disais ça, on me disait « Ah, mais tu es devenu communiste ». Et si je disais « Non, enfin, vous voyez, au fond, le citoyen lambda veut penser vite pour se débarrasser des problèmes, parce que c'est embêtant de pas savoir. Et on veut savoir si les Roms sont bons ou mauvais, si les sauvages sont sauvages ou pas, si c'est mauvais de pratiquer les rites qui altèrent le corps, enfin des choses comme ça. C'est oui ou non. Or, c'est pas comme ça. Ce qu'il faut, c'est d'essayer d'expliquer qu'en Roumanie, sous le régime communiste, on pouvait très bien vivre en marge, mais selon un certain nombre de concessions ou de ruses, etc. Ouais, merci pour cette réponse-là. Elle me plaît beaucoup parce que je trouve que justement, quand on lit un petit peu d'anthropologie, quand on s'y intéresse, on voit qu'il y a d'autres angles qu'on voit pas, parce que forcément, nous, on n'a pas étudié ces choses-là, on n'a pas passé autant de temps dans ces endroits-là. Et c'est vrai que c'est ce qui manque un peu dans les médias, mais forcément, en 3 minutes, on peut pas régler un problème qui dure depuis 1000 ans. Hein, Absolument. Ça paraît un peu logique. Merci beaucoup pour vos réponses. On va clôturer ici le podcast parce qu'on arrive gentiment à nos 15 minutes. Mais voilà, maintenant, on sait un peu plus quoi s'intéresse l'anthropologie. Et puis, dans le prochain, on va vous parler justement des différences un petit peu entre l'ethnologie, l'ethnographie, l'anthropologie et la sociologie aussi, parce que c'est des disciplines qu'on a tendance à pas savoir tellement comment les différencier. En tout cas, merci d'avoir participé à ce premier épisode. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner à l'Anthropodcast sur iTunes, sur SoundCloud, via flux RSS, comme vous voulez. Et puis nous, on se dit à dans 2 semaines pour un prochain numéro. Merci. Merci à vous.